Dans ce nouvel épisode de Sur les routes de la sociologie, nous recevons Guillaume Cuny, sociologue et réalisateur de documentaires. À travers son parcours, c'est toute une autre manière de faire de la sociologie qui se dessine, une sociologie qui filme, qui écoute, qui raconte et qui cherche à rendre visibles des expériences sociales souvent peu entendues devant la caméra. De ses premiers pas en sociologie à Strasbourg jusqu'à sa thèse en sociologie visuelle et filmique, Guillaume revient sur son intérêt pour le documentaire, son passage par le master professionnel Images et société de l'université d'Évry, mais aussi sur les difficultés, les doutes et les engagements qui traversent la fabrication des images, notamment pour la télévision. Il nous parle notamment de ses films consacrés au monde populaire, aux trajectoires scolaires et aux métiers du soin, en interrogeant ce que filmer veut dire lorsqu'on est sociologue. Dans cet échange, il est question de sociologie visuelle, de cinéma documentaire, d'auto-socio-analyse, de rapports de classe, d'enseignement professionnel, mais aussi des coulisses très concrètes du travail d'enquête. Filmer avec une caméra dans une salle de classe, négocier l'accès au terrain, réfléchir au droit à l'image, ou encore transformer des contraintes méthodologiques en dispositifs créatifs comme le théâtre forum. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je m'appelle Guillaume Cuny et je suis postdoctorant en sociologie. Je suis rattaché au laboratoire droit et changement social de l'université de Nantes et j'interviens aujourd'hui pour vous parler de mon parcours qui a pris place également en sociologie visuelle et filmique. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu en es venu à t'intéresser à la sociologie d'abord et ensuite à la sociologie visuelle? Oui, alors la sociologie c'est arrivé assez tôt finalement puisque dès le moment où j'ai dû m'orienter après le bac, j'étais intéressé par les sciences humaines et sociales. J'avais commencé par de l'anthropologie. J'avais fait une première année d'anthropologie, mais le côté lointain me parlait moins. Et ma deuxième première année d'université, c'était en sociologie, en sciences sociales à Strasbourg. Et là, j'ai compris que ça me parlait davantage. Donc voilà, mon intérêt pour la sociologie commence d'abord avec une appétence pour les sciences humaines et sociales dans leur globalité, et puis elle s'affine par la suite plutôt vers la sociologie. La sociologie visuelle est arrivée plus tardivement. Faut quand même noter que dès ma deuxième année de licence en sociologie, je m'intéresse à la réalisation de documentaires. Je réalise mon projet professionnel de L2 sur le métier de réalisateur de documentaires. Je suis assez surpris par le peu d'informations que j'arrive à trouver sur ces métiers à ce moment-là. Assez peu d'informations, assez peu de formation. Je sais pas avec le recul si c'est moi qui ne cherchais pas au bon endroit ou si ces informations étaient vraiment difficiles à trouver. Donc après j'ai poursuivi dans un parcours de sociologie assez classique avec petit à petit une spécialisation en sociologie de l'éducation en licence, et puis en master je rejoins l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc je fais un master de sociologie générale à finalité recherche, toujours en faisant des recherches sur le terrain éducatif, puisque ma première année de master porte sur les enfants d'ouvriers et d'employés dans les grandes écoles, et notamment à l'ENS Cachan. En deuxième année de master, je travaille sur un internat de la réussite à Paris, qui est un endroit qui héberge et offre de l'accompagnement personnalisé à des élèves scolarisés dans les classes préparatoires aux grandes écoles, boursiers et issus des quartiers politiques de la ville. Et je termine ce master, on me demande si je compte poursuivre en thèse, et à ce moment-là, ce n'est pas clair, donc je réponds plutôt par la négative, que je n'ai pas de sujet de thèse pour l'instant, mais quand même
c'est dans ma tête et c'est dans ma tête depuis le master, voire la licence, cette envie de faire de la recherche. Alors, à ce moment-là, une amie me conseille relance l'idée que je pourrais faire une formation en documentaire. Et c'est vrai que je ne l'avais jamais envisagé sérieusement, mais l'idée me plaît. Et donc, je commence à me renseigner un petit peu sur les différents masters qui existent à proximité d'où j'habitais à l'époque, donc à Paris. Et je découvre plusieurs masters. Je fais des candidatures, je fais 2 candidatures, je crois. Je fais DEMC, le master DEMC, écriture des mondes contemporains. Et je fais une candidature au master Images et Société de l'université d'Évry. Ce dernier m'intéresse beaucoup parce qu'il y a à la fois cette dimension sociologique, très tournée autour des sciences sociales, et en même temps, il y a la réalisation de documentaires. Ça tombe bien puisque suite aux candidatures, mon dossier est retenu à l'université d'Évry. Et donc je m'engage pour un master pro qui se faisait en... Alors c'était un petit peu particulier. Il y avait une année au sein de laquelle on allait réaliser notre projet de documentaire. C'était quelque chose que j'appréciais dans cette formation, c'est que tous les étudiants ont eu un projet de documentaire à travailler. Et puis, on travaillait également en prise de son ou en prise de vue sur le projet de nos camarades. Donc c'était super puisqu'en fait, à la fin de l'année, tout le monde avait un film à projeter. Et grâce à une organisation un peu particulière, on avait cette opportunité de faire 1 an sur notre projet filmique et 1 an de stage après, et donc de valider notre master pro en 2 ans. Et donc ça m'a permis de faire aussi, dans la lignée, des stages très intéressants dans des domaines variés. Mon premier stage, je l'ai réalisé avec un cinéaste qui s'appelle Benoît Labourdette, qui travaille dans le domaine de l'éducation aux images. À cette époque, il était en train de monter une recherche-action, éducation aux images 2.1, qui avait pour but de fédérer des acteurs et des actrices qui travaillaient sur le milieu de l'éducation aux images, au sens large, sur tout le territoire de la France. Et moi, mon travail, en tant que stagiaire, eh bien, c'était de coordonner l'organisation d'une journée d'études, où on allait se rassembler à Paris, au Forum des images, pour se donner des pistes de travail, réfléchir sur nos pratiques. Et également, cette journée-là a donné suite à une publication que Benoît justement a publié. Donc voilà, ça c'était mon premier stage. C'était très intéressant, très formateur parce que j'ai pu également à cette occasion moi-même développer mon propre atelier. Et ça c'était une expérience assez fondatrice, on pourrait dire, parce que je suis allé en banlieue parisienne rencontrer des acteurs de terrain pour leur proposer de monter sur pied un atelier d'éducation aux images. Au début, il n'était pas du tout question que ce soit moi qui l'anime, c'était simplement pour les faire participer au dispositif éducation aux images. Et puis, eux n'avaient personne en interne pour faire ce type d'atelier. Et on a donc décidé que ce serait moi qui mènerais cet atelier, qui était en fait un atelier de réalisation de courts-métrages à destination d'élèves en situation de décrochage scolaire. Et donc l'idée, c'était de se dire, est-ce que ces élèves pour qui la forme scolaire, ça ne marche pas trop, etc., pourraient trouver du plaisir et s'engager dans une autre forme de réflexion, qui est celle de la réalisation de courts-métrages. Ça, c'était mon premier stage avec Benoît Labourdette. J'ai ensuite eu un beau stage avec Pierre Doumbé, qui est lui aussi cinéaste, chorégraphe, et qui avait
monté un festival qui s'appelle Niofar et qui est un festival décolonial. Et j'avais comme fonction dans ce festival de faire des captations en amont et pendant le festival. En amont, je filmais des invités pour alimenter les réseaux sociaux, faire de la communication, donner envie aux gens de venir. Et pendant le festival, je m'occupais de faire des captations. Pendant ce stage, j'ai fait une rencontre assez importante. Juan Gelas, qui est réalisateur de documentaires, qui a réalisé notamment Les Routes de l'esclavage, et qui avait monté son association Docomundi avec d'autres personnes, une association qui avait pour objectif de réaliser des films avec les associations ou pour les associations. Donc il y avait deux façons de travailler, soit Docomundi proposer à des associations de leur faire des films parce que le travail des associations était intéressant et qu'on avait envie de le mettre en lumière, soit c'est les associations qui se rapprochaient de nous et pour nous demander, voilà, si on pouvait faire un film ensemble. Donc là, c'était intéressant, c'était le croisement du monde de la réalisation avec le monde associatif et je me sentais assez bien également dans ce milieu-là. Enfin, mon troisième et dernier stage, à Documentaire sur grand écran, qui est une structure qui associative qui possède un catalogue assez important de films documentaires assez rares et assez originaux, peu diffusés. Et moi, ma fonction dans cette association, c'était plutôt de m'occuper de la communication. Il y avait notamment un rendez-vous mensuel, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait Doc et Doc, et dans lequel on organisait des séances thématiques où on allait projeter un documentaire plutôt récent et le mettre en regard avec un documentaire plus ancien, ce qu'on appelle le documentaire de patrimoine, pour éclairer différemment certaines thématiques. Documentaire sur grand écran, l'objectif de cette structure, c'était comme son nom l'indique, d'essayer de rendre plus accessible, démocratiser l'accès à certaines œuvres documentaires qui, selon nous, méritaient d'être vues, d'être partagées au plus grand nombre. Et Documentaire sur grand écran était également engagé dans l'éducation aux images, puisqu'ils organisaient également des rencontres, des projections à destination du public scolaire. Pour rester sur le master, ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre les liens que l'on peut faire entre la sociologie et la réalisation documentaire. Est-ce qu'il y a des croisements qui sont possibles dans les approches, aussi les savoir-faire spécifiques au métier du sociologue et les approches du réalisateur? Ou est-ce que ce sont vraiment deux métiers totalement différents? Oui, je pense qu'il y a des choses qui sont transférables indéniablement entre le travail du sociologue et le travail du réalisateur de documentaire. Maintenant, il faut réussir à les nommer. Déjà, ce qui est transférable, ça va être, on parle souvent de regard sociologique, mais je trouve que l'expression, elle est juste. C'est qu'en fait, en tant que personne formée à la sociologie, on va regarder les choses d'une certaine manière. Et ça, quand on est réalisateur, il faut en avoir conscience. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le regard du sociologue? C'est que c'est un regard qui ne juge pas. En théorie, c'est un regard qui regarde les choses naïvement, qui est dans une recherche de compréhension. Et ça, pour moi, mais peut-être que certains seraient pas d'accord, auraient une définition autre, mais c'est quelque chose de précieux que j'ai voulu importer dans la réalisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième compétence qui pourrait être transférable, ce serait au niveau du montage, du travail de montage, parce que quand on fait un montage de film, il faut réussir à dégager une cohérence, une ligne rouge en fait avec entre tous les aspects qui nous intéressent. Et ça, la sociologie nous aide bien à le faire, puisque en fait, on est habitué en sociologie à avoir une somme de matériaux quand même assez importante
et à devoir après les synthétiser, les analyser. Donc je fais ce lien aussi avec, on revient du tournage et on a beaucoup de rush, et il va falloir les faire tenir dans un film qui fait 15, 30, 50 minutes, et donc on a ce travail de synthèse à faire. Et vu qu'on est sociologue, on a aussi à cœur de ne pas dénaturer la parole de l'autre, je dirais, de la respecter dans sa complexité. Donc ça, c'est aussi pour moi une qualité qui est importante quand on veut faire de la réalisation de documentaires, de pouvoir, à partir des images du réel, restituer la complexité du monde social. Voilà, immédiatement, ce qui me vient comme compétence transférable entre études de sociologie et réalisation de documentaires. Après, bien évidemment, il y a tous les aspects techniques, et ça, je crois que c'était vraiment un nouvel apprentissage de devoir manier ces aspects techniques. Est-ce que tu pourrais nous dire aussi quelques mots sur ton film de fin d'études que tu as réalisé à la fin du master? Oui, ça me permet aussi d'élaborer autour de quelque chose que je trouve intéressant. Jusqu'à présent, j'avais fait des études en sociologie, et donc parler à la première personne en sociologie, c'est quelque chose d'assez rare. Ça se fait, mais c'est quand même assez rare. On est dans la science, et puis on doit objectiver les choses. Si on parle à la première personne, à la rigueur, c'est pour mieux tenir à distance ses affects, ses prénotions, etc. J'arrive en documentaire, et puis j'imagine aussi que je suis à un âge de ma vie où j'ai envie de me construire, parler de mon histoire, etc. Et je trouve dans le documentaire une occasion de le faire. C'est pour ça que mon film de fin d'études, il est très personnel. C'est un film qui représente un chauffeur routier qui part la semaine et qui ne revoit ses enfants et sa femme que le week-end, une fois qu'il rentre chez lui. C'est un vécu que moi-même j'ai pu expérimenter. Mon père était chauffeur routier, et j'ai voulu, à travers ce film, comprendre c'était quoi cette spécificité d'avoir dans sa famille son père, en l'occurrence, qui était là par intermittence. Ça m'a amené à m'intéresser à son métier, aux conditions matérielles de son métier. Qu'est-ce que c'est que de vivre sur la route, dans un espace clos, petit, comme un camion? C'est quoi la vie des routiers? Où est-ce qu'ils mangent? Où est-ce qu'ils dorment? Quels sont avec qui ils entrent en interaction? Qu'est-ce qu'ils voient du monde qui les entoure? Finalement, pour les avoir suivis, les routiers sont principalement sur les routes, ou dans les stations-service, ou dans des usines, dans des entreprises. Donc ils ont une vision du monde social qui est quand même assez précise, assez particulière, et ça faisait partie des choses qui m'intéressaient. D'un point de vue plus individuel, plus psychologique, je pense que ce qui m'intéressait aussi, c'était de savoir ce que faisait mon père quand il était pas là la semaine. Il y avait, on parlerait en cinéma d'une image manquante, et cette image manquante, elle a nourri une envie de faire un film, de reconstituer un peu une histoire. Donc c'est pour ça que le film il est à la première personne. J'utilise le dispositif de la voix off, dont on pourrait parler assez longuement, parce que dans les formations de documentaires, il va y avoir une sorte de légitimité des pratiques au sens bourdieusien, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pratiques plus ou moins légitimes. On pourrait se baser sur des pratiques populaires et des pratiques élitistes, et l'usage de la voix off était plutôt perçu comme quelque chose qu'il fallait éviter. Moi, j'ai quand même fait le choix de l'employer, parce que en fait, ma voix rajoutait une dimension au film. C'était un film de recherche personnelle. Donc, je me suis engagé dans ce film de cette manière-là, parce que finalement, c'est ce qui liait tous les éléments ensemble. C'est ce qui justifiait le fait d'aller faire un film.
Mais justement, c'est bien que tu abordes cette question, parce que j'allais te demander, et tu réponds un peu à cette question, la voix off. Est-ce que tes réalisations, elles sont pas aussi une manière de t'engager dans un travail d'auto-socianalyse ou de poursuivre un travail d'auto-socianalyse que tu as pu commencer dans ta formation en licence ou en master? Si, complètement. En fait, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte pendant mes études de réalisation de documentaires que en fait il y avait cette volonté de de me replacer dans le monde social, de prendre place en fait. Le film qui a suivi, celui qui a été diffusé à la télévision, Papier Poésie, c'est, je le dis de façon très claire en introduction du film, je parle de ma mère qui a travaillé à l'usine où on fabrique les cahiers Clairefontaine, et son métier, elle travaillait sur une machine qui consistait précisément à coller les bandes qui relient toutes les pages entre elles. Et en fait, l'image m'a paru vraiment très claire. C'est ce que moi aussi je cherchais à faire à travers le film. À ce moment-là de ma vie, c'était de me relier à cet univers social duquel je m'étais séparé en faisant des grandes études et avec le sentiment un peu d'avoir trahi ma classe pour parler comme Annie Ernaux et de devoir réparer. Voilà, pour moi, je pense que j'étais dans cette recherche d'auto-analyse pour un petit peu dépasser ce sentiment de névrose de classe que je pouvais avoir, d'être en décalage entre d'où je viens et ce que je fais. Tu as réalisé Papier Poésie durant ta thèse? J'ai réalisé Papier Poésie pendant ma thèse. C'était assez risqué et en y repensant, c'était pas un très bon choix. J'ai été un peu ambitieux à ce moment-là. Je dirais même peut-être ambitieux, c'est pas le bon mot. J'ai peut-être été un peu inconséquent. Mais le premier film pour la télévision, il a été fait dans un sentiment d'urgence où j'avais très envie à la fin de ma formation de continuer à faire des films très rapidement. Et donc j'ai saisi la première occasion qui s'offrait à moi pour réaliser un nouveau film. Et je regrette un peu de m'être précipité là-dedans parce que j'ai sous-estimé le travail d'écriture que ça exigeait que de réaliser un nouveau film. Et j'avais pas une très bonne connaissance des enjeux liés au fait de faire un film pour la télévision. C'est quelque chose que j'avais pas vu en formation et que peut-être même si je l'avais vu, je n'aurais pas écouté. Mais faire un film pour la télévision a été une expérience assez marquante dans le sens où ce ne sont pas des conditions de fabrication de films qui donnent une grande liberté. On pourrait s'en douter, et puis c'était finalement assez naïf de penser que j'arriverais à faire mon film de façon très libre alors qu'il y avait une chaîne derrière, etc. Mais voilà, après coup, j'ai regretté de m'être lancé si vite dans le processus de production alors que le film il était encore fragile. Et après ça, j'étais parti dans une sorte de tuyau, de tunnel, où on m'a imposé un chef opérateur, on m'a imposé un monteur, et avec lesquels je ne partageais pas vraiment ma sensibilité. Et je n'étais plus à cette époque-là en lien très nourri avec les camarades d'Images et Société. J'avais encore des contacts avec eux, mais j'étais plus dans cet environnement master réalisation.
j'étais un peu seul et j'avais pas de garde-fou pour me dire de faire attention à ce que je fais, de bien relire mon contrat pour voir si finalement ce qui avait été signé était ok, etc. Donc ça répond en partie à ta question, à quel moment je fais mon film. Je fais ce film pour la télévision au début de ma thèse, en mettant un peu ma thèse en stand-by à ce moment-là, parce que la priorité du moment, c'est de faire un film. Après, à l'époque, je me justifiais en me disant, ben, quand même, ça reste en lien avec, ce que je fais dans ma thèse. Ça reste un film sociologique, euh, pour ceux qui ont vu le film, des personnes qui sont en formation aussi dans le film, donc il y avait des liens à faire. Et également, ajoutons que sur ce terrain de la thèse, moi j'ai eu un petit peu le défaut d'être long à me mettre au travail et à mesurer l'étendue des choses qu'il y avait à faire pour collecter du matériau, etc. Tu t'es engagé dans un travail de thèse. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton objet de recherche? Tu as travaillé sur l'enseignement professionnel et plus spécifiquement sur le bac pro ASSP, un bac pro de service. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a conduit à travailler sur ce bac et comment tu as mis en lien ton travail de thèse avec la sociologie visuelle? Alors pour ça, je trouve qu'il y a un élément important, c'est de parler un peu stratégie. Je vous disais tout à l'heure, je suis en fin de master sociologie et on me demande si je veux faire une thèse et je dis non parce que j'avais pas d'idée précise à l'époque de la thèse que je voulais faire. Mais quand même, c'était dans un coin de ma tête. Et quand je suis à Évry en master images et société, j'apprends qu'il y a la possibilité de faire une thèse en sociologie visuelle et filmique. Et là, assez rapidement, je me dis, ah, voilà ce que je vais faire après mon master. Et je suis assez confiant parce que je suis à Évry et je me dis que la concurrence sera peut-être moins rude que si j'avais demandé un contrat doctoral à l'EHESS où j'étais d'abord. Donc ça, c'est pour la partie stratégie. Je sais même pas si c'était une bonne stratégie, mais le fait est que j'ai quand même eu le contrat doctoral. Comment l'idée de la thèse m'est venue? C'est difficile de dire précisément, mais je crois que à cette époque, j'avais eu une expérience professionnelle qui m'avait un peu fait réfléchir. J'avais travaillé comme aide médico-psychologique dans un institut qui accueillait des jeunes autistes et j'étais assez bouleversé par la façon dont étaient pris en charge ces personnes-là. Il y avait beaucoup de maltraitance physique et verbale envers ces jeunes dont on s'occupait. Et la question un peu existentielle qui s'est posée, c'est qui sont ces gens qui sont censés s'occuper des autres, mais on a l'impression qu'ils sont là et qu'ils aimeraient être ailleurs. En fait, ça a posé une question en morale de est-ce qu'on peut s'occuper des autres sans en avoir envie? Donc ça, c'était vraiment la question de base, pas du tout raffinée, juste brute. Et après, je l'ai façonnée sociologiquement, cette question. Donc il y avait cette question un peu de l'orientation contrainte qui se posait, et il y avait la question de prendre soin des autres. Et je me suis dit, dans quel univers social je pourrais trouver des gens qui ont été orientés sous contrainte, mais qui se destinent à s'occuper des autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches sur des formations professionnelles qui destinaient aux soins et aux services à la personne, que j'ai découvert le bac pro ASSP, accompagnement, soins, services à la personne. Parce que je m'imaginais, avant de faire ma recherche, que j'allais me retrouver des enquêtés
qui étaient dans la voie professionnelle, mais qui ne le désiraient pas, qui auraient préféré être dans la voie générale, et que ça allait poser cette question de comment on fait quand on est dans un endroit qu'on n'a pas choisi, qu'il va falloir s'approprier, et qu'en plus de ça, c'est pas pour n'importe quel métier, c'est pour les métiers du soin et de l'accompagnement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta thèse? Comment ça s'est passé? Quels étaient tes principaux résultats? Et comment est-ce que, simultanément, tu as réalisé ton film documentaire? Donc, la thèse commence en 2019, et qui dit 2019 dit coronavirus, dit début de thèse un peu difficile. Je suis sûr d'une chose en commençant ma thèse, c'est que j'ai envie que ce soit les élèves, les enquêtés principales de ma thèse. Enfin, j'ai envie que ce soit leur voix qui soit entendue, en tout cas leurs propos qui soient recueillis. Assez rapidement. Alors, j'ai peut-être besoin de poser un peu le contexte pour qu'on comprenne bien ce que je vais dire. Quand on fait une thèse en sociologie visuelle et filmique, il n'y a pas, c'est très important ça je pense, c'est pas institutionnalisé. C'est très libre, il y a plein de possibilités pour faire une thèse en sociologie visuelle et filmique. J'aurais pu faire un reportage photo, j'aurais pu faire un podcast, j'aurais pu faire pas mal de choses. J'aurais pu aussi utiliser des images qui venaient d'autres personnes. J'aurais pu utiliser des archives. Mais j'ai choisi, avec l'accord de ma direction de thèse, de faire un documentaire. Voilà, c'était la forme que j'avais envie d'utiliser. Et donc, l'outil, enfin le livrable, on va dire, visuel, n'est qu'une partie de la thèse. Je ne peux pas rendre seulement un film pour obtenir le grade de docteur. Il faut nécessairement qu'il y ait un manuscrit qui vienne le compléter. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il faut à la fois le manuscrit et l'objet réalisé. Et la question, ça a été de savoir qu'est-ce qui va aller dans le manuscrit, qu'est-ce qui va aller dans le film. Donc comment j'essaye de me dépatouiller avec cette question? Premièrement, je commence à aller sur le terrain et je vais sur le terrain tout de suite, enfin en tout cas assez rapidement avec la caméra. Je fais de l'observation filmée, on pourrait dire. Alors je dis que je vais rapidement sur le terrain avec la caméra, ça veut pas dire que je vais facilement sur le terrain avec la caméra. À cette époque-là, j'ai plein de difficultés à assumer d'aller sur mon terrain de thèse avec une caméra pour filmer des élèves dans le cadre de leur cours. Ça me pose plein de problèmes interpersonnels. Enfin, c'est pas les autres qui me le reprochaient, mais moi j'avais du mal, voilà, à assumer cette posture-là. Mais je me force, et ça explique aussi pourquoi j'ai des difficultés à aller sur mon terrain. Donc j'ai vraiment cet enjeu-là à travailler, me forcer à aller sur le terrain, m'apaiser par rapport au fait d'être là avec une caméra. Et je le dis parce que ça peut aussi expliquer un certain type d'image tournée. Quand on est notre posture, la façon qu'on a de se sentir, notre regard sur les choses, ça va forcément influencer aussi comment on cadre les choses. Est-ce qu'on est proche, est-ce qu'on est loin? Et d'ailleurs, si on regarde un peu le film, c'est assez amusant de constater que au début, les premières images que je filme, je suis à distance des élèves, et puis plus je suis à l'aise et plus les plans sont rapprochés, plus je me permets de bouger avec la caméra, etc. Et donc on sent là qu'il y a un gain de confiance, etc. entre l'enquêteur et l'enquêté. Il y a une partie de la méthode qui était décidée en amont, c'était de faire de l'enquête ethnographique avec observation et entretien, mais il y avait toute une partie qui était encore indéterminée et qui s'est décidée sur le terrain. Notamment, le choix qui a consisté à faire des entretiens filmés avec les élèves. Je parlais tout à l'heure de la voix off, qui est un dispositif assez controversé, on va dire, dans le petit milieu des formations documentaires. Il y a un autre exercice qui est assez controversé, c'est l'entretien filmé.
Est-ce que l'entretien filmé, c'est faire de la sociologie visuelle? Parce que, en fait, on pourrait se dire que la voix suffit, quel est l'apport de l'image dans un entretien, etc. Mais moi, enfin, ça je le sais maintenant, je le savais pas trop à l'époque, mais j'aime beaucoup la parole. Enfin, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et donc, je choisis de faire des entretiens filmés. Il y a un choix qui a été fait par défaut, c'était le choix de filmer des élèves en binôme. On a, à ma soutenance de thèse, les membres du jury ont salué le fait que c'était une super idée, ces entretiens filmés en binôme. Il faut savoir que c'était pas un choix a priori. Ça s'est fait sur le coup parce que les élèves, elles étaient timides pour venir en entretien filmé, donc je leur ai proposé qu'elles viennent à deux. Et voilà comment, en fait, quelque chose qui venait du terrain a donné corps aussi au film. Il s'est posé ensuite la question de la forme du film. À quoi allait ressembler le film à la fin? Alors, il faut savoir que la thèse s'est déroulée sur 3 ans et que c'est une enquête longitudinale. Est-ce que le film allait porter sur les 3 années de l'enquête? Avec, ça peut être intéressant de voir comment les élèves évoluent au fil de ces 3 ans, de voir comment leur discours se modifie. Ou est-ce que le film va porter sur une période bien circonscrite de la recherche? J'ai pas tranché tout de suite cette question, mais elle était toujours un peu en arrière-plan. Je savais également que je voulais que le film mette en image la rencontre de ces élèves avec les personnes dont elles allaient prendre soin. Voilà, je voulais que ces images-là arrivent parce que pour moi le moment de la rencontre avec l'autre dans ce type de métier est assez fondamental. Apprendre le soin dans une salle de classe, ok, il y a des choses à apprendre dans une salle de classe, mais il y a aussi le moment des stages professionnels. Donc c'était beaucoup de difficultés d'accéder à ces structures. Je le dis parce que peut-être c'est quelque chose qu'on entend moins en formation, qu'on nous dit moins en formation, c'est le fait que l'accès au terrain est difficile et que ça se travaille et que il faut le faire de façon habile. Par exemple, pour aller filmer en maison de retraite, en plus on était période Covid, en plus il venait d'y avoir le scandale Orpea. C'était pas simple, et donc il a fallu que je tente beaucoup de mails pour pouvoir accéder à une maison de retraite. Donc ça, je tiens quand même à le souligner. Malgré tout, j'ai réussi à aller filmer sur les stages. Alors, autre question que ça ouvre, la question du droit à l'image, question très importante. Alors on nous en parle en formation, mais cette fois-ci, j'y suis confronté dans toute sa complexité. C'est-à-dire, je suis confronté à la question du droit à l'image, mais politiquement, parce que je filme en maison de retraite, je filme des personnes qui sont dépendantes, je filme des personnes qui n'ont peut-être pas tous leurs moyens pour être consentantes, pour consentir de façon éclairée. Et voilà, je me pose la question à ce moment-là de waouh. Je leur fais signer une autorisation de droit à l'image, mais est-ce que derrière, c'est bien compris de quoi il s'agit? Idem, j'ai filmé en accueil périscolaire, et là c'était également assez compliqué, comme vous pouvez vous en douter, pour pouvoir avoir les accès. C'est pas impossible. J'ai réussi à filmer dans 2 structures périscolaires, mais ça demande de la réflexion et de la créativité. Bon, voilà, pour l'anecdote, pour pouvoir filmer les enfants en accueil périscolaire, la directrice du périscolaire a eu la bonne idée de proposer aux enfants de mettre le masque qu'ils avaient fait en atelier d'art plastique pour que je puisse les filmer avec les masques qu'ils avaient créés. Voilà une petite manière aussi de répondre avec créativité à une contrainte.
Autre manière de répondre à une contrainte par la créativité, ça a été d'organiser un théâtre forum. Parce que je suis parti du fait que j'avais des difficultés à filmer sur les stages, et je me suis dit, tiens, si je faisais rejouer aux élèves des situations vécues en stage, des situations problématiques vécues en stage, et que je les faisais jouer. Et donc j'avais connu moi-même le théâtre forum à travers une expérience, et je me suis dit tiens, ça c'est une bonne chose à tenter, et j'ai donc contacté l'école de théâtre départementale pour leur demander si c'est quelque chose qui était envisageable. Alors ils m'ont mis en contact avec des comédiennes professionnelles pour qu'on construise cet atelier ensemble. Et ben c'était hyper intéressant parce que le théâtre forum, il a permis aux élèves de rejouer des scènes qui étaient problématiques et puis aussi de proposer des résolutions de ces scènes-là. Chose qu'elles n'ont pas pu faire durant leur stage parce que on connaît aussi les contraintes qui pèsent sur les stagiaires, les injonctions contradictoires dans lesquelles ils sont pris. Ils doivent faire un stage, mais ils doivent aussi ne pas trop se plaindre parce que s'ils se plaignent, bah ça peut griller un lieu de stage. Donc là, on a redonné un peu aux élèves par le théâtre forum l'occasion de reprendre la main sur les événements, et je dois dire que c'était une bien bonne expérience de faire ça. J'en arrive maintenant un peu à la fin du processus de création. J'accélère parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va dire que j'arrive à la 3e année de thèse et que le terrain se termine et que je n'ai pas filmé de façon très régulière sur mon terrain. J'ai des matériaux qui sont assez disparates, filmés tantôt avec une caméra, tantôt avec une autre caméra, tantôt moi-même, tantôt avec un technicien. Le son n'est pas bon. La qualité sonore du film est assez mauvaise par moment parce que j'ai pas toujours été équipé de micro. Petite parenthèse, j'ai fait ce film majoritairement seul. J'ai juste été accompagné un peu à la fin par un ami qui est venu me prêter main forte pour que je puisse avoir un chef opérateur. Eh bien ça aussi c'est je pense que si c'était à refaire, je m'entourerais davantage de personnes. Alors c'est délicat parce que on demande des services aux gens pour qu'ils viennent nous aider sur notre film, mais on n'a pas d'argent à leur donner. On ne peut pas les payer. Alors ça m'a aussi un peu empêché de trop solliciter les gens parce que il y avait pas de, c'était bénévolement quoi. Donc on peut demander des services une fois, 2 fois. Après c'est compliqué, c'est plus compliqué. Donc j'arrive à la fin de mon terrain avec un matériau de qualité variable, disparate sur 3 ans, et il va falloir faire un film. Et donc là, c'est s'installer sur son logiciel de montage et essayer de trouver un petit peu qu'est-ce qui va faire le film. Donc moi, pour ma part, j'ai plutôt choisi de faire un film chronologique. J'ai gardé la première idée qui m'était venue, montrer cette évolution des élèves dans leur formation, même si il y a quelques entorses dans le film, tout n'est pas chronologique, il y a quelques séquences qui ont été tournées tardivement, qui sont plutôt, etc. Dans les choix que j'ai faits, j'ai aussi décidé de bien mettre en scène par le montage le passage de s'occuper des jeunes enfants à s'occuper des personnes âgées, parce que c'était central dans le discours de mes enquêtés et que j'ai voulu respecter ça, que ça me semblait intéressant. Je disais tout à l'heure, la réalisation de documentaire, c'est essayer de faire quelque chose avec le réel sans trop le déformer. Donc j'ai essayé de respecter ça. Parce que le moment où les élèves arrivent en bac pro à SSP, elles veulent toutes s'occuper d'enfants. Le fait est que les besoins sont massivement dans les structures pour personnes âgées, et ça, elles s'en rendent compte un peu sur le tard, et qu'elles se sentent flouées.
et qu'elles appréhendent beaucoup s'occuper des personnes âgées, ce qu'on peut comprendre. Elles ont 16 ans, elles vont devoir voir des personnes âgées nues, etc. Ça a été un choix de montage. Un autre choix de montage, c'était d'articuler aussi les séances en salle de classe, donc c'est-à-dire l'apprentissage, préparer un gâteau, changer un poupon, et les séquences en stage, pour montrer aussi ces différents espaces dans lesquels les élèves évoluent. Donc j'ai voulu trouver un équilibre comme ça entre ces différentes sphères et puis comment ça communique. Actuellement, tu es en postdoc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu en es arrivé là et nous parler de tes pistes de recherche? Alors, le postdoc, donc je soutiens ma thèse en septembre 2024 et j'avais fait 2 ans d'ATER à l'université de Nantes et ça s'était bien passé. J'avais envie d'y rester et j'ai eu la possibilité de travailler après ma thèse sur un projet en tant qu'ingénieur de recherche. Donc c'est pas tout de suite le postdoc, il y a d'abord ce petit moment-là, mais qui est intéressant pour parler de sociologie filmique, puisque une collègue qui savait que je mobilisais les approches visuelles travaillait sur son projet autour des savoir-être. Et notamment sur les savoir-être dans les métiers dits peu qualifiés. En gros, l'idée c'est que beaucoup d'employeurs trouvent que les jeunes manquent de savoir-être, et ma collègue, ce qui l'intéressait, c'était de savoir un peu qu'est-ce qui mettait finalement derrière ce mot fourre-tout de savoir-être. Et on m'a proposé donc de faire un film sur justement sur ce sujet, et pendant 4 mois, là j'ai eu 4 mois entre septembre et décembre 2024, on a tourné La Motivation, qui est qui est un film de 45 minutes et qui fait dialoguer des employeurs et des jeunes qui travaillent dans des métiers dits peu qualifiés, pour mettre un peu en confrontation les attentes des uns et les attentes des autres, en se posant la question de est-ce que ces attentes-là, elles sont conciliables. Donc ça, c'était le projet d'ingénieur de recherche. Et puis, donc, je fais partie des différentes listes de diffusion auxquelles un docteur en sociologie peut adhérer, donc association en sciences politiques, en sociologie, en sciences de l'éducation. Je le dis parce que qu'il y a cet aspect professionnalisant aussi dans l'entretien. Je trouve que ce sont des éléments un peu centraux dans comment prendre connaissance des postes qui existent, de ce qui existe. Ces listes de diffusion là sont quand même assez importantes. Et c'est par une de ces listes que j'ai connaissance de un postdoc qui s'ouvrait à Nantes, un postdoc de 2 ans, au sein d'une mission qui s'appelle Démocratie universitaire, et qui avait pour objectif au départ de réfléchir sur la participation des étudiants et des personnels à la prise de décision au sein de l'université. En gros, en faire un peu comment renforcer la prise de parole politique au sein de l'institution universitaire. Mais moi, j'avais jamais travaillé là-dessus, et donc je pouvais pas vraiment proposer de projet de recherche sur ce sujet. Mais il y avait une ligne dans le projet de recherche qui m'intéressait bien, c'était autour des fake news. C'était la question des fausses informations. Et donc j'ai proposé un projet de recherche là-dessus. Au départ, l'idée c'était de mieux comprendre qui adhère aux fausses informations et pourquoi, pour le dire vite. Et c'est là-dessus que j'ai proposé un projet de recherche. J'étais classé 2e, le premier s'est désisté, et donc par chance, j'ai pu être recruté en tant que post-doctorant. Donc j'ai été recruté en tant que post-doctorant
dans un labo de droit, ce qui est aussi assez marrant. Des fois, les trajectoires, elles sont faites aussi un petit peu de hasard. Bah, là, le fait est que c'est un laboratoire de droit auquel je suis rattaché pour mener une recherche qui est plutôt en fait une recherche de sociologie et de sciences de l'éducation. Plutôt ça les disciplines vraiment concernées. Même si je vois de plus en plus la dimension politique du sujet également et que j'en viens à être intéressé aussi par cette dimension-là. Et peut-être que ce que je peux dire pour faire le lien avec la question de visuel, c'est on fait le lien par la question médiatique. Je fais le pont entre ma recherche actuelle et mes intérêts autour des images par le biais des médias. J'avais notamment déjà un peu entrepris ça en thèse parce que j'avais déjà beaucoup communiqué sur ce que ça m'avait fait de faire un film pour la télévision et de comment la télévision formatait les propositions. Et la question médiatique, elle m'a toujours intéressé. Et donc là, la question des fausses informations, elle est difficilement dissociable de la question médiatique. Et je m'intéresse de fait aux pratiques informationnelles des étudiants et notamment à la façon dont les réseaux sociaux, les médias, etc. vont favoriser l'adhésion à un certain type de fausses informations. J'avais lu le résumé de ton postdoc sur Internet et il y avait une dimension dans ce que tu as écrit qui m'a interpellée, c'était notamment par rapport aux disciplines. J'ai pu comprendre que tu allais faire une enquête par questionnaire auprès d'étudiants de disciplines diverses et que la discipline pouvait énormément jouer sur leur rapport au savoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça, si jamais tu conserves cet aspect ou pas? Oui, en fait, c'est l'hypothèse centrale que j'ai envie de tester. Donc, je suis parti d'une enquête qui montre que l'adhésion aux fausses informations semble inégalement distribuée en fonction des disciplines d'inscription dans l'enseignement supérieur. L'enquête qui a plein de biais, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, ça va juste nous servir à faire une hypothèse. L'enquête, elle montre que les étudiants en santé et en droit adhèrent plus statistiquement aux fausses informations que des étudiants qui sont en art ou en sciences humaines et sociales. Partant de ce résultat, je me suis dit que peut-être la discipline de rattachement pouvait structurer un certain type de rapport au savoir plus ou moins propice au discernement informationnel. Pour le dire en des termes un peu grossiers, est-ce que dans les disciplines comme droit et santé, dans lesquelles on peut s'imaginer que les élèves, les étudiants, il y a beaucoup d'apprentissage par cœur, il y a beaucoup d'évaluations par QCM, ils sont très nombreux, etc. Peut-être que toutes ces dimensions-là du curriculum, elles vont avoir pour effet de ne pas développer un rapport au savoir distancié critique. Parce que je m'intéresse en fait à qu'est-ce qui permet de développer les compétences critiques. Et donc, cette hypothèse-là, peut-être que ces disciplines socialisent différemment au rapport au savoir, au discernement informationnel, eh bien peut-être qu'en fait, il s'agit de dimensions du curriculum qui vont jouer. Et ça, c'est ce que j'essaye de mesurer par mon questionnaire. Donc il y a des thématiques autour de comment vous apprenez, comment sont vos enseignants, comment sont vos cours, etc. Donc la partie enquête quantitative, tu l'as terminée ? J'ai terminé l'enquête, mais je n'ai pas encore traité les résultats. Donc là, je suis dans cette phase
de triage en fait, où j'ai récolté mes 2300 questionnaires, 2400 presque, et donc il est temps pour moi d'ouvrir mon logiciel de traitement statistique et de commencer à faire un petit peu des tableaux sur quelles sont les variables en fait qui sont vraiment discriminante. Est-ce que notre hypothèse de départ sur les disciplines elle est bonne, ou est-ce qu'en fait c'est toujours le niveau de diplôme des parents le capital culturel qui va finalement être plus déterminant dans l'adhésion ou la résistance aux fausses informations. Si ça se trouve, cette question de la discipline elle est pas si prégnante que ça. On va essayer de le découvrir. Je vais peut-être finir avec une dernière petite question. Si j'ai bien compris, assez tôt, tu t'es intéressé aux films documentaires et tu as eu envie de devenir documentariste. Du coup, je voulais te demander comment cette idée-là, elle avait évolué tout au long de ton parcours. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comment tu vois les choses? Ouais, merci pour cette question, parce que c'est vrai que on peut se dire le postdoc là finalement où est la réalisation d'images là-dedans, est-ce que c'est toujours d'actualité? Donc pour répondre au début quand je pense éventuellement faire réalisateur de documentaire un jour, j'ai une vision erronée des possibilités en fait. J'imagine que c'est quelque chose qu'on peut faire à plein temps, assez facilement. Je ne me pose même pas la question du statut, de l'intermittence, du réseau aussi que ça nécessite pour pouvoir faire ce métier-là. Donc je suis vraiment dans une vision erronée. Seulement, je veux faire du documentaire. Enfin, j'ai envie de faire du documentaire parce que j'en ai vu et que ça m'a plu. En fait, c'est assez simple. C'est que j'ai vu Être et avoir de Nicolas Philibert, j'ai vu Merci Patron de François Ruffin, et je me suis dit, j'adore. Enfin, c'est une façon de raconter les sciences sociales, mais je sais pas, de façon ludique, de façon inspirante. Et mais aussi n'importe quel documentaire Arte me plaisait. En fait, j'aimais ce côté et c'est là aussi où on peut peut-être relier avec ce que je fais aujourd'hui. J'aimais ce côté médiation scientifique, pédagogique. En fait, c'était pédagogiquement, c'était super parce que c'est des choses qui sont bien faites, qui donnent envie d'être écoutées, qui sont claires, etc. Donc on retrouve encore aujourd'hui pour moi cette envie de transmettre quelque chose par le film. Donc après, je dirais qu'il y a un moment un peu charnière sur le après master. Après master, donc comme je disais, je me suis précipité pour faire ce premier film. Et en fait, j'ai été hyper flippé de l'incertitude de ces métiers-là, qui caractérisent ces métiers-là. Je viens d'une famille de salariés. Enfin, moi, le salariat, c'était un peu le seul mode qui existait. Et le côté avoir des mois où je ne savais pas si j'allais gagner de l'argent, etc. Ce côté incertitude me rebutait totalement. Ça me mettait en angoisse. Et je me suis dit, le compromis que j'ai trouvé avec moi-même, c'est je continue la recherche parce que j'aime ça. Et en parallèle, je vais faire des films documentaires quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie, et aussi en cherchant des meilleures conditions que celles que j'ai pu connaître en faisant ce film pour la télé régionale. Et depuis, ma position, elle a pas beaucoup changé. Je suis toujours dans cette optique-là, de vouloir continuer mon activité de recherche tout en me laissant la possibilité, si ça s'y prête bien, de faire un film autour de certains sujets, mais en étant beaucoup plus réaliste sur ce que ça demande en termes de temps et d'énergie, et sur mes capacités aussi, parce que pour faire un film de bonne qualité, il faut beaucoup de monde, on fait pas un bon film sur le plan technique seul, c'est compliqué.
Et du coup, bah, c'est aussi là à cet endroit-là que j'ai évolué, ce que j'ai compris. Et peut-être que ce n'était pas je l'ai pas beaucoup entendu ça en formation, que voilà, c'était cette dimension, elle importait. Et aujourd'hui, ben, ce que j'ai envie de développer encore, c'est ces ateliers aussi d'écriture, coécriture. J'aime beaucoup ça en fait. Je trouve qu'un bon compromis là à trouver, c'est faire des films avec les étudiants, pour les étudiants, ou leur apprendre à faire leurs propres films, et de cette manière-là, ça rejoint un peu tout ce que j'aime. On est dans la pédagogie, on est dans le faire film, raconter quelque chose, transmettre, et voilà. Là-dedans, je trouverai beaucoup de plaisir, et je pense que je vais continuer aussi à avancer dans cette direction. Dans le prochain épisode, nous partons à la rencontre de Kylian. Il nous racontera comment il est devenu attaché territorial en charge des questions d'hébergement après son passage par le Master Sciences sociales et criminologie à l'Université de Nantes. Il nous expliquera ce qui se cache derrière la criminologie afin de déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur sa formation. À bientôt sur les routes de la sociologie.